Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur le débat de ce matin par décret numéro 2018-198 du 5 juin 2018. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a procédé à un remaniement technique de l'équipe gouvernementale. Les modifications intervenues sont les suivantes. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, M. Séverin Maxime Quenom. Ministre de la Santé, M. Benjamin Baudourin, Ignace Rumpati. Et puis, ministre des Infrastructures et des Transports, M. Alassane Seydou. Le reste sans changement. Et nous sommes à 10 mois des législatives. Bien évidemment, vous avez constaté qu'il y a 2 nouvelles entrées dans ce gouvernement et également 2 sorties. Un changement de portefeuille. On va décortiquer cette actualité avec les confrères qui sont sur ce plateau. Il s'agit de Ange Banouin, directeur de publication du journal L'Actualité. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Idriss, bonjour chers amis confrères. À votre face, justement, Rodrigue Renvot, directeur de publication du journal Sud Courrier. Bonjour. Bonjour, chers amis. Merci d'être là. À vos côtés, Sénaléa Glago, rédactrice en chef de Radio Tokpa. Bonjour, bienvenue. Bonjour téléspectateurs, bonjour à vous également. Voilà, je commence avec vous, Sénaléa Glago. Le gouvernement du président Patrice Talon, le 3e, est déjà connu depuis hier. Globalement, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Et comme Agapit Mahaforikan le disait juste avant nous tout à l'heure, c'est le calme plat dans le pays, c'est-à-dire tout s'est passé dans l'ordre. Est-ce également votre sentiment? Oui, j'ai le même sentiment et vous avez vu le moment auquel on a sorti la décision. Et aussitôt après, les ministres ont passé service immédiatement. C'est une première. C'est vrai que ça change nos habitudes, ça bouscule nos habitudes, mais il le faut parce qu'un pays qui veut se développer ne doit pas perdre du temps dans des futilités, ne doit pas perdre du temps dans des cérémonies à n'en plus finir où finalement on se dit à quoi cela aurait servi parce que ça n'apporte pas un grand changement. Je pense que c'est une bonne chose qu'on soit allé très vite pour que dès aujourd'hui, ces ministres-là puissent prendre contact avec les autres membres du gouvernement et puissent véritablement commencer par travailler. Rodrigue Renvot, étiez-vous surpris de cette équipe? Non, je ne crois pas qu'il y ait surprise parce que depuis la désignation du professeur Djogbenou pour siéger à la Cour constitutionnelle, on s'attendait déjà à ce qu'il y ait un remaniement technique du gouvernement. Mais bon, ce qui s'est passé hier dénote de la continuité dans les réformes et dans les innovations du gouvernement Patrice Talon. Vous avez vu, aussitôt que les nominations ont été prononcées, aussitôt les services ont été passés. Ça dénote de la volonté, de l'ambition du chef de l'État d'aller éviter de ne pas perdre du temps. Voilà, cette volonté est-elle également votre impression, Ange Banouin? Oui, une volonté dans une certaine mesure de faire les choses dans les règles de l'art, d'autant plus qu'on sait que le ministre Joseph Djogbenou est appelé à d'autres fonctions. Et dans cette dynamique-là, on ne devait pas perdre du temps. Et le délai imparti dans la grande majorité de la presse, tout semblait être prêt pour le lundi, mais étant donné qu'il n'y avait pas assez de temps, que finalement c'est hier que c'est intervenu, donc il n'y avait plus assez de temps pour pouvoir tergiverser, il fallait passer aux choses sérieuses pour pouvoir permettre à celui qui est appelé à d'autres fonctions de pouvoir véritablement régaler ses charges. Ainsi donc, et comme nous l'avons déjà remarqué avec ce régime, il n'est plus question de protocole pour les cérémonies de passation de charges ou bien de prise de fonction. Et on se voit si bien dans cette dynamique-là, dans l'appareil, en tout cas dans l'appareil gouvernemental, pour ce qui est des charges régaliennes de chaque ministre en ce qui concerne son portefeuille ministériel. Et bon, en dehors de cela, on peut dire qu'il y a eu certainement, je ne dirais pas certains qui ont été pris à contre-pied, quand on sait que beaucoup de politiques étaient annoncées au préalable de cette nomination et beaucoup, j'allais même dire, de jeux de coulisses politiques et politiciennes ont également eu le temps de se semer. On pourrait dire aussi que c'était également un contre-pied parfait pour ceux qui s'attendaient pour la classe politique en général. La classe politique parce qu'on n'a pas vraiment noté l'entrée de cette information politique. Oui, en général, à quelques mois des joutes électorales comme celle des législatives de 2019, beaucoup s'attendaient déjà à ce qu'il y ait cette ouverture-là qui va pouvoir permettre une certaine démarcation et de pouvoir faire une ouverture à certaines formations politiques qui jusque-là font des appels de pied. Mais je pense que quand on s'y connaît, quand on sait à qui on a affaire, je pense que ces derniers-là auront certainement de quoi attendre et peut-être pourront, comme cela a l'habitude de se faire, de se contenter de certains d'autres portefeuilles, parce que le gouvernement se veut aujourd'hui d'être un bloc compact avec, je ne vais pas dire un même leitmotiv, des hommes de main
une conviction et une action, le programme d'action du gouvernement. Alors, Rodrigue Ronvaux, lorsqu'on prend peut-être le successeur de Joseph Diogbenou à la tête du ministère de la Justice, le garde des Sceaux désormais s'appelle Maître Séverin Quenom. Est-ce qu'il répond aux critères pour être ministre de la Justice? Je crois que Maître Séverin, que je ne connais pas d'ailleurs, Oui. est un praticien de droit. C'est un avocat. C'est un avocat émérite, quelqu'un que le chef de l'État maîtrise très bien parce que d'abord il a été conseiller du chef de l'État. Je crois qu'il connaît la maison justice parce que étant praticien de droit, étant avocat au barreau de Cotonou, connaît très bien quels sont les problèmes, quels sont les maux qui minent le secteur justice au Bénin. Et je crois que c'est quelqu'un en qui le chef de l'État a confiance. C'est ce qui est essentiel. Il faut mettre autour de soi des hommes en qui on a confiance et qui maîtrisent le sujet dont il est question. Je crois que le nouveau garde des Sceaux connaît très bien les maux qui minent la maison justice béninoise et pourra, avec l'encadrement, la vision du chef de l'État, apporter des solutions idoines dans ces mots-là. C'est un avocat qui succède à un autre avocat. C'est vrai que les têtes ne sont pas les mêmes, mais est-ce que ça va peut-être changer quelque chose en matière de collaboration avec le chef de l'État? On a vu Joseph Diogbenou très proche du président Patrice Talon. Est-ce que ça pourrait être pareil? Je crois que c'est un autre très proche du chef de l'État qui est là. Parce qu'il faut prendre l'homme qui est venu dans ce qu'il était. Il était avocat conseil personnel du chef de l'État. Ça voudrait dire qu'entre les deux, il y avait une très bonne relation. Ils se connaissaient, ils se côtoyaient, se parlaient, échangeaient des idées par rapport à certaines visions. Et que dans cette collaboration déjà primaire, le chef de l'État a vu en lui un potentiel garde des Sceaux qui pourrait, dans la même logique que Joseph Diogbenou, continuer les actions qui ont été engagées dans le secteur justice pour préserver les acquis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est essentiel? Préserver les acquis. Comme le disait mon ami tout à l'heure de l'actualité. Beaucoup de politiques étaient attendues justement, étaient annoncées dans les coulisses qu'il y aurait un tel parti politique à qui reviendrait le portefeuille de la justice, mais tout cela... Pour la bataille électorale. Pour la bataille électorale. Vous voyez, à quelques mois seulement des échéances électorales capitales, il faut dire capitales, parce qu'on sait aujourd'hui de quoi politiquement le Bénin est fait. Et le chef de l'État prend le risque de mettre que des techniciens au lieu de politique à des portefeuilles aussi stratégiques. Il aurait pu remanier, inviter des amis politiques, venez vous associer à la chose. Mais aujourd'hui, il a court-circuité tous les politiques. Il a mis plutôt des techniciens qui maîtrisent les sujets dont il est question. Je crois que le chef de l'État, il y a une petite surprise peut-être qui va suivre. D'accord. Léa Glago, Séverin Quenom, Maître Séverin Quenom, qui est un avocat qui succède à Maître Joseph Diogbenou, est-ce que ça pourrait peut-être conserver la même ambiance au sein du gouvernement? Bon, je ne sais pas ce qu'il en sera de l'ambiance au sein du gouvernement, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il remplacera valablement Maître Diogbenou, puisque ensemble, ils ont travaillé à un moment donné pour défendre le chef de l'État dans certains dossiers. Et donc, c'est déjà cette confiance-là que le chef de l'État lui renouvelle en lui donnant ce portefeuille-là. Et donc, je pense déjà qu'il va relever les défis de ce ministère, tout en restant dans la droite ligne de ce que le chef de l'État attend véritablement de ce portefeuille ministériel-là. Et pour parler également de ces politiques qui ont été mises à l'écart par le chef de l'État, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose en ce sens que on ne doit pas toujours penser qu'un gouvernement doit être politique. Parce que quand c'est trop politisé, on ne va pas à l'action. À des moments donnés, quand il faut passer à l'action, c'est qu'on est obligé de revoir par derrière ou par dessus son épaule pour voir quel enjeu politique cela est. On s'arrête et c'est un éternel recommencement. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce dont véritablement le Bénin a besoin, c'est d'être développé, tout au moins d'amorcer ce développement-là. Et si le chef de l'État nous a montré un programme d'action qu'il a envie d'exécuter avant de finir son mandat, il sait et il est convaincu que nous attendons, nous Béninois, des résultats. Et donc pour atteindre ces résultats, il est obligé de se camponner à des techniciens, même si on dirait aujourd'hui qu'au portefeuille des transports, que c'est un médecin qui est là. Moi je pense que c'est la confiance déjà qui est le plus important. La confiance que le chef de l'État a, par exemple, à M. Alassane Seydou, en le prenant d'un poste à un autre. On va y revenir tout à l'heure, parce qu'on va décortiquer un peu, portefeuille par portefeuille. Donc, je pense que Maître Séverin Quenom, il fera l'affaire. Il restera aussi bien fidèle au chef de l'État que au programme d'action du gouvernement dans le secteur de la justice. Mais cette option-là de choisir quelqu'un de très proche, de très confiant, à ce portefeuille-là, est-ce que c'est dire que le garde des Sceaux, c'est l'homme le plus stratégique peut-être du gouvernement? On a vu Joseph Diogbenou qui faisait peut-être office de porte-parole du gouvernement, même si ça n'a pas été dit de façon formelle dans les portefeuilles. Est-ce que c'est quelque chose du genre qu'on veut toujours préserver? Bon, je ne saurais le dire parce que c'est au chef de l'État de dire qui demain sera le porte-parole du gouvernement. Oui. Mais toujours est-il que pour défendre les ambitions
que sont celui du chef de l'État. On a besoin d'un homme de poigne qui connaît tout au moins les rouages. Parce qu'il y a des décisions que vous prenez et on sait que peut-être ça ne respecte pas les réglementations, les législations en vigueur, mais il faut quelqu'un pour... Vous avez vu ce que Jogbenu faisait? Que vous soyez content ou pas, la décision était là, vous devez l'accepter et faire avec parce que c'est la décision du gouvernement. Et donc, le chef de l'État continue dans sa droite ligne. En fait, pour lui, le plus important, ce n'est pas ce que pensent les autres, ce que pensent les Béninois. Le plus important, c'est ce que lui pense, ce que lui veut faire pour que les Béninois demain ne lui disent pas « tu nous as promis quelque chose, tu n'as pas atteint les objectifs ». Donc, c'est les résultats qui comptent pour le chef de l'État. Je voudrais aller un peu plus loin que ce que disait ma confrère déjà pour dire... Votre consoeur. Ma consoeur déjà pour... pour dire, au fait, le ministère de la Justice est un ministère clé. Vous voyez, c'est le ministère qui s'occupe de la législation. Oui. Et les chefs de l'État, n'oublions que nous sommes dans un contexte de réforme générale et que les ambitions du chef de l'État sont énormément portées vers des réformes dans tous les secteurs. Donc, il faut un homme qui maîtrise bien la législation béninoise, qui maîtrise les rouages du fonctionnement de la justice béninoise pour dire, si on met telle loi à tel endroit et à tel moment précisément, ça pourrait cadrer avec les attentes du chef de l'État. Le chef de l'État a pris ça en compte en prenant quelqu'un qui maîtrise. Tu disais forcément, est-ce qu'il faudrait une relation de proximité avec le chef de l'État pour que quelqu'un puisse occuper ce portefeuille? Le chef de l'État, il faut rappeler que les Béninois attendent beaucoup de la mise en œuvre des réformes engagées dans le PAG. Et pour atteindre ces réformes, il faut forcément quelqu'un en qui on a confiance. On ne peut pas placer quelqu'un en qui on n'a pas confiance à la tête d'un ministère qui s'occupe de la législation, qui s'occupe de la légalité de tout ce que le gouvernement fait. C'est que le Béninois est jaloux des tests. Merci beaucoup. Et on voudrait quand même... Moi, je crois que l'actuel ministre... Oui. Maître Quenom a bel et bien les qualités qu'il a, tout ce qu'il faut pour conduire ce ministère. Alors, un avocat succède à un autre au ministère de la Justice, mais au ministère de la Santé, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Je voudrais simplement dire que Maître Quenom est juste passé de l'ombre à la lumière. Et qu'il vous souvienne, on s'est beaucoup plus attardé sur Maître Joseph Jogbenu, sur les réformes, sur ses prises de position. Mais c'est sans rendre compte qu'en réalité, qu'il y avait des gens dans les coulisses et qui faisaient un travail préalable. Et on avait déjà vu ce duo-là au temps fort où le chef de l'État n'était pas encore dans ses fonctions, qui étaient des hommes de main, qui savaient de quoi est-ce que relevait ce qui revenait au chef de l'État. Donc, il fait partie peut-être de ce, pourrait-on dire, de ce précaré et qui a une certaine notion, sinon qui est certainement à la base de la conception du programme d'action du gouvernement, qui fait une part belle aux réformes, dont nous savons qu'ils sont pour la plupart politiques et aussi structurelles. Donc, pour quelqu'un qui est resté dans cette cuisine-là, et après un passage d'un certain Joseph Jogbenu, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit encore à même de mieux maîtriser ce programme-là, qui est en griffe la Bible du chef de l'État pour le conduire, qu'un autre demain encore de cette trempe-là, quelqu'un qui était en amont et aujourd'hui, qui sera aujourd'hui en aval pour mettre en œuvre cette vision qui a été concoctée. Alors là, ce serait actuellement, comme on le dit, à l'heure de l'épreuve, parce que comme on dit, c'est facile la théorie, mais on est maintenant à l'heure de la pratique. Voilà. Alors au ministère de la Santé, c'est un médecin qui succède également à un médecin. Il s'agit de Benjamin Ignace Humpati, qui est désormais le ministre de la Santé pour succéder à Alassane Seydou. Votre sentiment également à ce niveau? Je ne parlerai pas de sentiments, mais je ferai peut-être remarquer, comme c'est déjà su déjà de bon nombre de nos concitoyens, qu'il s'agit juste d'un changement poste pour poste, parce qu'on sait que c'est un homme du secteur, ce n'est pas, comme on le dit, quelqu'un qui est venu ex nihilo, et mieux encore pour ce secteur-là qui est astreint à des réformes fondamentales et qui a connu également des remous. On a vu que le nouvel homme qui aura la gestion du secteur est un syndicaliste, et centriste bien sûr, et peut-être que ça va peser de son poids également dans la mise en œuvre de certaines de ces réformes qui sont en cours et aussi pourquoi pas dans le dialogue qui sera mis en œuvre. Quand on sait que l'un des secteurs qui a également contribué à cette paralysie il y a de cela quelques mois, c'est aussi le secteur de la santé, et un remaniement technique comme du genre, cela pourrait sembler dire qu'on est en train de vouloir mettre quelqu'un qui soit à même de pouvoir conduire le dialogue dans une certaine mesure pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Vous avez bien fait d'évoquer la crise qui a prévalu dans le secteur de la santé. Léa Glago, est-ce que Benjamin Humpati sera à la hauteur? Oui, il sera à la hauteur. Vous savez, quand vous sortez d'un milieu et que vous connaissez les acteurs du milieu et que vous arrivez maintenant à les régenter, vous avez la facilité de mieux savoir ce qu'il leur faut. Mais
il y a des risques. Oui. Il y a des risques en ce sens que, oui, je suis du secteur, mais aujourd'hui, tu es ministre, tu n'es plus des nôtres. Et donc déjà, ça fait un dégrèvage entre déjà les acteurs sociaux et le ministre. Et déjà, c'est un conflit qui va naître. Parce qu'ils vont se dire, il est des nôtres, il ne faudrait pas qu'il porte aujourd'hui la toche de ministre pour nous créer des problèmes, pour ne pas vouloir satisfaire nos revendications. Donc le ministre Mpati a intérêt désormais à être très vigilant, à savoir où poser les pieds, quelles décisions prendre, bien sûr en accord avec le gouvernement, pour qu'on ne réveille pas une autre crise dans le secteur de la santé. Parce que la crise n'est pas encore terminée. On a juste éteint les flammes. Elles peuvent se rallumer à tout moment. L'autre chose, c'est que, oui, je suis un acteur du secteur, je connais mieux les difficultés du secteur, je peux y apporter des solutions subséquentes. Et vous savez, il y a beaucoup de réformes, effectivement, dans ce secteur-là, et on sait que le système sanitaire béninois est malade. Tout ne va pas bien, on a besoin véritablement d'un renouveau dans ce secteur. Parce qu'il faut que les Béninois se portent bien, il faut que les Béninois soient en bonne santé pour que véritablement, quel que soit leur niveau, que ce soit même un artisan, qu'il puisse véritablement faire son travail, apporter sa petite pierre à l'édification de notre pays. Donc, il a intérêt à être très vigilant, très à l'écoute des syndicalistes, même, en fait, il aura utilisé le bâton, la carotte, comme on le dit. Oui. Et donc, il aura besoin des deux et savoir surtout les utiliser. Parce qu'il ne faut pas taper pour taper, il faut savoir amadouer aussi de temps en temps. Et il a intérêt à se réveiller très tôt déjà, puisqu'il a pris service, pour pouvoir commencer déjà par discuter avec les acteurs sociaux, pour voir comment est-ce que rapidement on peut régler certains problèmes dans le secteur, en attendant que d'autres qui concernent tous les travailleurs de la fonction publique ne soient réglés. Oui, Rodrigue, on va. Je voudrais dire, il faut noter d'abord qu'il est syndicaliste. Et qu'il est, avant d'être syndicaliste, il était d'abord médecin, il est praticien. Donc, pour moi, le chef de l'État a pris quelqu'un qui pourrait jouer le rôle de pont entre les acteurs sociaux, l'intermédiaire parfait, parce que d'abord, il maîtrise bien les mots qui minent le secteur de la santé. C'est un docteur, c'est un professeur, il est dans le système, dans l'appareil. Il sait qu'aujourd'hui, le secteur santé fait partie des secteurs sur lesquels le chef de l'État est attendu vraiment, parce que les réformes qui sont engagées surtout dans ce secteur-là, il faudrait que ces réformes portent, et pour que ces réformes puissent porter... Ce sont quand même de grosses réformes, il faut le dire. Pour que ces réformes puissent porter, il faut d'abord compter sur les acteurs sociaux. Finaliser avec la crise, la grande crise, la longue crise qui secoue le secteur de la santé aujourd'hui. Et le professeur Mpati fait partie de ceux qui ont un rôle majeur à jouer, d'abord parce qu'il est syndicaliste, il maîtrise les revendications des acteurs de la santé et parce qu'il connaît déjà quels sont les problèmes. Je crois qu'en conciliant les deux, le chef de l'État a fait un très bon choix à l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, surtout en ce moment où trop de choses sont reprochées aux praticiens de santé et que beaucoup de résultats sont attendus de ce secteur-là. J'aimerais ajouter que c'est même un défi que le chef de l'État lance aux médecins Mpati, parce que on parle beaucoup quand on est à la touche, mais quand on est dans l'action, on a beaucoup de difficultés. Donc c'est un défi et il a intérêt à relever ces défis, parce que vous n'êtes pas savoir qu'à un moment donné, dans cette crise, les acteurs sociaux sont pris à l'ancien ministre Alassane Seydou pour dire qu'il est du secteur, pourtant qu'il ne fait rien pour. Et donc il va falloir véritablement bien jouer le jeu pour ne pas décevoir le chef d'État et les Béninois. Alors l'autre surprise peut-être de ce gouvernement-là, c'est le ministre Alassane Seydou qui a quitté le ministère de la Santé pour celui des infrastructures et des transports. Rodrigue Ronvo, est-ce que c'est une surprise pour vous? Pour moi, bon, Alassane Seydou, vu les antécédents, n'oubliez pas que c'était un homme d'expérience. C'est quelqu'un qui avait joué d'autres rôles par le passé dans des gouvernements. Il avait fait valoir ses talents en tant que ministre de la décentralisation, ne l'oubliez pas. Donc, il connaissait déjà la fonction, même si le ministère de la décentralisation n'était pas un ministère en rapport avec la santé. Oui. Il avait quand même prouvé qu'il était à la hauteur des réformes dans le temps, qu'il pouvait gérer cette maison-là. Aujourd'hui, l'envoyer au ministère des infrastructures, c'est un peu surprenant, non? Étant donné qu'il est médecin, il était déjà à un portefeuille qui, lui, allait comme des gants. Maintenant, au transport, est-ce que ça répond toujours? Non, je pense que pour la compagnie, ce n'est pas surprenant en fait. C'est juste que ça change les habitudes et ça nous dérange un peu, c'est tout juste ça. Au-delà des habitudes, ça prouve que le chef de l'État sait que M. Seydou a d'autres qualités qu'il peut faire valoir à d'autres secteurs d'activité. N'oublions pas que le secteur du transport fait partie des secteurs clés également que le gouvernement compte aménager pour apporter plus de satisfaction. Il y a beaucoup de projets, asphaltage et autres. Et il faut pas oublier qu'il faisait partie de
garde prétorienne. C'est dit, c'est l'un des tout premiers à être dans le précaré du chef de l'État, des gens en qui le chef de l'État espère beaucoup, en qui il fait confiance, des gens qui le suivaient depuis le début et que le chef de l'État, je crois qu'il a vu bien, même si beaucoup de personnes sont en train de parler, qu'ils racontent des choses depuis hier par rapport aux qualités de Alassane Seydou à diriger le ministère des Transports. Je crois qu'il a les qualités et qu'il peut bien manager ce secteur. Ange Banoué? Oui, moi je pense plutôt que c'est à la limite de tout ce qu'on pourrait attendre. C'est une promotion dans la mesure où il n'est pas un homme du secteur et au regard de son parcours, il a déjà épuisé 26 mois dans le gouvernement et au lieu, on a trouvé quelqu'un pour le relayer à son poste d'antan. Et là, on l'a positionné sur d'autres fonds. Certainement qu'il a des qualités managériales que beaucoup ne savent pas et que certainement dont le chef de l'État est le seul à pouvoir maîtriser. Et il y a aussi cet aspect dont on a souvent tendance à occulter dans la gestion du pouvoir d'État. C'est aussi les postes qui répondent aussi à des indicateurs stratégiques de géopolitique, dans la mesure où on sait que c'est un acteur politique, un politicien bon teint, quelqu'un qui a été maire, député, ministre. C'est quelqu'un qui a un ancrage politique bien déterminé. Et quand on sait aussi que lorsqu'on fait la répartition des postes ministériels de façon géographique, cela répond aussi dans une certaine mesure, bien qu'on ait constaté que le poste du ministère des Transports, qui était réservé depuis un certain temps à une certaine partie, s'est vu carrément arroger ce poste-là. Mais il faut constater quand même qu'en dehors de tout ce qui se fait, de tout ce qui se joue, il y a des restrictions qui se font. Qu'on n'ait plus peut-être eu un homme de la zone d'Agonlé au niveau du ministère. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend le COSLEPI, par exemple, nous avons toujours Janvier Yaoulé qui est là. Donc, de façon stratégique, le chef de l'État essaie de positionner ses pions, et quitte à ce que, de façon politique, qu'il ait également son ancrage. Parce qu'au-delà de tout ce qui se passe de façon technique, c'est vrai, il y a une présence, mais il ne faut pas oublier que le chef de l'État, dans sa démarche, dans sa stratégie politique, n'est pas un homme... c'est comme on le dit, hein, c'est quelqu'un qui est bien roulé dans le jeu politique. Les jeux ne sont pas clairs, les dés ne sont pas jetés pour que tout le monde sache véritablement de quoi est-ce que cela relève. Seuls ceux qui sont dans le système et ceux qui savent lire entre les lignes savent véritablement comment est-ce que les choses se jouent. Politiquement parlant et techniquement... Politiquement parlant, je pense que son positionnement se justifie. Et techniquement, je n'en doute pas non plus, dans la mesure où on sait que quelqu'un qui a pu passer 26 mois au niveau du ministère de la Santé, un ministère qui a connu assez de remous de ce genre, certainement, et également qui a mis en œuvre des réformes et qui sont en cours, bien que nous soyons certainement qu'avec le nouveau ministre, ces réformes-là vont aboutir, vont arriver à leur terme, et on aura certainement il aurait peut-être eu le regret de dire j'aurais pu être là pour pouvoir bénéficier de cette palme-là, pour qu'on dise que voilà ce que j'ai porté durant des mois, voilà ce que ça a accouché. Mais cette fois-ci, il se retrouve de l'autre côté. Sait-on jamais, peut-être que seuls les prochains jours pourront nous révéler véritablement de quoi il sera capable à ce niveau-là. Alors, Senalia Glago, est-ce que le ministre Alassane Seydou, qui est désormais le ministre des infrastructures et des transports, répond peut-être à des critères politiques? On sait qu'il est du Nord. Est-ce que c'est peut-être pour garder un certain contrôle politique sur cette région-là qu'on l'a maintenue au gouvernement? C'est d'abord un renouvellement de confiance, parce que le chef de l'État a compris qu'il a encore besoin de M. Seydou, tout au moins pour les prochains mois. Et donc, il a préféré le garder, à défaut de le mettre hors du gouvernement. Il est toujours mieux. Il y a des personnes que vous choisissez autour de vous et que vous avez besoin d'avoir très proches de vous. Et donc, oui, c'est peut-être un calcul politique, parce que les législatives s'approchent et comme vous l'avez dit, il est du nord du pays et le chef de l'État a besoin de personnes véritablement ancrées dans leur région, qui comprennent les enjeux de leur région pour pouvoir accompagner le mouvement. Parce que vous savez, dans le gouvernement, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui viennent du nord, mais à des moments donnés, ces personnes sont très amovibles et peuvent être appelées à l'extérieur du pays, alors que le chef de l'État aura besoin de. Donc je pense que oui, c'est un calcul politique et en fait,
c'est là où on ne voit pas toujours, où on ne comprend pas toujours les décisions du chef de l'État, Patrice Talon. Il prend des décisions, après les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il vise? Pourquoi ce calcul? Pourquoi il ne choisit pas une politique? Mais il déjoue toujours les pronostics et il fait ce que sa conscience lui dit de faire parce que lui, il sait où il y va. Je voudrais ajouter un truc pour dire, n'oubliez pas que le ministère de la Santé a été l'un des ministères les plus secoués durant la crise sociale. Je me dis que le chef d'État sûrement a dans son agenda, il sait peut-être qu'à partir de maintenant, les choses sérieuses vont commencer au niveau du ministère des Transports et qu'il faut un homme qui soit suffisamment posé, calme, suffisamment à même de maîtriser, je dirais, la vague d'émotions. La vague d'émotions, la pression qui viendra bientôt, peut-être du fait du lancement de certains chantiers sensibles. Et que Alassane Seydou répond bien à ce critère. Je me dis, c'est un homme de défi, c'est un homme qui a tenu bon devant les syndicalistes et peut-être on l'a amené au ministère des Transports parce qu'on sait qu'il y aura peut-être des mécontents et que bientôt les travaux qui seront lancés vont susciter une vague de remous au sein du ministère, mais qu'il faut quelqu'un capable de maîtriser ces émotions-là et on a fait appel à la. Et le chef de l'État aura besoin encore de son expertise au ministère de la Santé puisque le gouvernement statue sur certains sujets. Très bien, mais de toute façon, son arrivée au ministère de la Santé, des infrastructures et des transports entraîne le départ de Sirkoti. Il a seulement passé 8 mois au gouvernement. Rodrigue Ronvaux, est-ce que c'est peut-être un bilan négatif qui a été fait à son niveau pour que le chef de l'État procède à son remplacement? Bon, on a vu Sirkoti peut-être discret, très effacé. On n'a pas vu très engagé comme son prédécesseur. Peut-être que le chef de l'État, son prédécesseur qui était aussi parti, j'allais dire, à toute vitesse, à toute vitesse. Du gouvernement. Seul le président de la République qui a procédé au remaniement connaît les motifs véritables du départ de Sirkoti. Parce que jusqu'à ce que nous sommes sur ce plateau, personne n'a officiellement donné les raisons du départ de Sirkoti. Peut-être que c'était une collaboration juste passagère où le chef de l'État voulait quelqu'un d'abord pour maîtriser les énergies en attendant de réfléchir et de trouver quelqu'un de véritablement capable de prendre. N'oubliez pas que le département des transports est un département très important qui concentre beaucoup d'énergie, les travaux publics, les routes, et que le chef de l'État a dans son programme de réaménager la plupart des grands axes routiers du Bénin. Et que je crois, Sirkoti, c'est l'énigme que nous n'avons pas encore résolue et tout le monde y travaille. Je crois que la plupart de ceux qui réfléchissent pour savoir pourquoi il y a eu telle décision sont déjà à l'heure pour savoir pourquoi Sirkoti a été éjecté aussi brusquement. Il doit avoir une raison. Voilà. Non, moi je ne pense pas qu'il ait été éjecté brusquement. Moi je me dis une chose, quand vous êtes à un poste, vous pouvez partir à tout moment pour aller servir d'autres causes. Donc pour moi, il a fini le temps qu'il devrait faire dans le gouvernement actuel. Il a juste passé 8 mois. Oui, ce n'est pas peu. On en a vu qui n'ont même pas fait un mois ou qui ont fait quelques semaines. Donc je pense qu'il a fait ce qu'il a pu. Et quitte à ce que le chef de l'État lui confie d'autres tâches, parce que ce n'est pas occulté. Le chef de l'État peut décider demain qu'il soit son conseiller. Bien sûr. On a vu avec le ministre. Mais je crois, sorti du gouvernement précédent. Quelqu'un d'un poste ministériel pour le placer conseiller, c'est juste une consolation pour montrer. Oui, c'est juste une consolation pour que les gens ne puissent pas déchirer la voile pour dire c'est fini. Moi, je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec vous. Il faudrait qu'on arrête de penser au Bénin qu'il y a un poste qui est minime et qu'un autre poste qui est plus valorisant. Tous les postes qu'on peut utiliser où on peut être positionné pour tout au moins activer ou participer au développement de son pays, c'est important. Même dans nos simples rédactions, il arrive des moments où vous êtes à un poste nommé et après, du jour au lendemain, vous retournez comme simple journaliste. Ce n'est pas une dévalorisation. Au contraire, c'est une manière de vous demander, de vous efforcer à faire mieux et à faire davantage pour prouver vos capacités pour moi. Moi, je pense qu'on ne pourrait pas faire cette lecture-là sans retourner au passé. Je ne dirais pas la sortie de Hervé Khékoumé a fait venir Sirkoti, qui géographiquement se retrouve de la même région. Et on pourrait constater que c'était pour adoucir un peu la douleur de cette extraction du gouvernement que le chef de l'État a pensé qu'il faille positionner quelqu'un de la région pour pouvoir contenter un peu tout au moins son électorat. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a aussi le jeu politique derrière. Il faut aussi penser aussi à la quiétude et à l'état d'âme des populations qui sont dans une certaine, qui vont se retrouver derrière ces personnalités-là. Maintenant, peut-être après ces 8 mois, le chef de l'État a certainement compris que ce qu'il voulait régler en son temps, cela a déjà été évacué et donc il est à même de redistribuer les cartes
et face aux prochains défis, parce que il faudrait qu'on se rende compte qu'en réalité, ce remaniement ne devait pas, dans la logique, intervenir s'il n'y avait pas eu la nomination au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, de façon concrète, en réalité, s'il devait y avoir un véritable remaniement, je ne pense pas que ce soit de sitôt ou bien maintenant. En fonction de, comme on le dit, les circonstances, de façon circonstancielle, et le chef de l'État a trouvé qu'il a l'attitude alors d'opérer cette réduction. Peut-être qu'il sera positionné à d'autres, il sera envoyé à d'autres charges, on ne sait pas encore. Maintenant, c'est vrai que tout le monde a constaté qu'il n'était pas trop sur le terrain. C'est vrai qu'à son arrivée, il a fait quelques tournées. Oui, parce que, qu'on le veuille ou pas, le secteur des transports est un secteur très, très... On dit que, la route du développement passe par le développement de la route. Et les populations ne se sentent véritablement concernées par les actions de développement que lorsqu'ils voient que, surtout sur le secteur, au niveau des transports, au niveau des travaux publics, qu'il y a des choses qui se font. C'est vrai. Et peut-être même que c'est cela qui favorise aussi le positionnement du ministre Alassane Seydou. Parce qu'on sait qu'il y a des techniciens qui sont là. Maintenant, il y a l'autre chose. Il y a l'aspect comment on appelle ça, de l'autorité. Il y a ce volet-là, cet aspect-là, qui, après le travail d'experts et de techniciens, qui vient maintenant porter, comment on dit, la vision. Il n'a pas joué son rôle. Non, loin s'en faut, loin s'en faut. Simplement que nous sommes dans un pays où notre culture ou bien notre sociologie nous amène à voir des gens sur certains fronts, à être des hommes d'action, parce qu'on sait que le domaine de l'infrastructure, c'est un domaine du concret, ce n'est pas un domaine, comme on le dit, bureaucratique. Bon, loin s'en faut, ce n'est pas un domaine où on fait de la fiction, c'est des actions. Très bien, on retiendra quand même qu'il y a certains noms qui sont restés depuis avril 2016, Abdoulaye Biotchane, Aurélien Agbenochi, Romuald Waragni. J'inclus déjà aussi les membres qui ont intégré le gouvernement en octobre dernier, en octobre 2017, Romuald Waragni, Saka Lafia, José Didier Tonato, Gaston Dossoui, Barnabé Dassigli, Mathis Ariyatou, Bintou Adam Taro, Alassane Seydou, qui désormais est au transport et infrastructure, Mario Dila Tanasso, Maounio Kapo, Saliman Karimou, Aurélie Adam Soulé, Zoumarou, Serge Ahissou, Jean-Claude Oussou, Samo Adambi, Modeste Tiunte Kerekou, Oswald Omeki, Fortuné Alain Nouati. Mais également, il y a Pascal Irénée Koupaki, dont le nom ne figure pas forcément dans le décret qui a nommé les membres du gouvernement. C'était un autre décret qui l'avait nommé, lui, au poste de ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Rodrigue Ronvo. Je crois qu'il faut être clair et pratique. Oui. Pascal Irénée Koupaki n'est plus ministre de la République du Bénin. Il a été ministre. Aujourd'hui, il est secrétaire général de la présidence d'État. Avec rang ministre d'État. J'ai bien écouté le Conseil des ministres qui réaffirmait qu'il était secrétaire général de la présidence de la République, mais c'est fini avec rang ministre d'État. Ça voudrait dire clairement que le monsieur n'est plus dans l'organigramme. La polémique est terminée. Pascal Irénée Koupaki n'est plus membre du gouvernement. Patrice Talon, en tout cas, à l'heure actuelle, il est seulement secrétaire général de la présidence de la République avec rang ministre d'État. Donc, Léa Glago, cette équipe-là va certainement conduire le chef de l'État aux prochaines élections de 2019. Ce n'est pas évident qu'il y ait un autre remaniement avant 10 mois à suivre. Est-ce que cette équipe est une équipe de combat? Non, attends, avant que Léa Glago ne réponde, je voudrais rappeler, tout est possible, parce que nous sommes sur un terrain politique. Il peut y avoir remaniement demain, on sait jamais. C'est souvent la volonté du chef de l'État, puisque 2019 est loin désormais. Voilà, oui. Bon, c'est vous qui savez ce que vous mettez dans le combat. De toute façon, le chef de l'État sait qu'il a... Il aurait bien aimé avoir la majorité à l'Assemblée. Bon, avoir la majorité, c'est tous les chefs de l'État du Bénin qui ont toujours rêvé, ou du monde qui ont toujours rêvé d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est de bonne guerre. Et tant mieux s'il arrive à obtenir ces résultats-là. Mais le plus important pour le Béninois aujourd'hui, c'est de pouvoir voir les actions concrètes sur le terrain pour que véritablement on ne puisse plus continuer à dire que le programme d'action du gouvernement est un rêve, est une utopie, mais que ça soit plus concret sur le terrain. Donc moi, j'aime à espérer que les ministres qui ont été gardés dans
ce gouvernement-là, à leur poste, vont continuer par faire le travail. Et tout à l'heure, quand je parlais du ministre Sirkoti qui est parti du gouvernement, vous savez qu'il y a d'autres ministres dans le gouvernement qu'on ne voit pratiquement pas trop sur le terrain, et pourtant on ne les a pas sortis. Donc pour moi, je continue de le dire, ce n'est pas l'hypermédiatisation qui fait l'action sur le terrain. Il y en a, et tout le monde n'est pas fait du même bois. On peut être calme et faire des actions, poser des actions qui impactent. Il y en a qui n'aiment pas les caméras. Oui, bien évidemment, c'est le cas par exemple de Sirkoti, qu'on ne veuille pas, qui dans une certaine mesure a essayé d'impacter sur le secteur dans la mesure possible. Mais il faut aussi remarquer que par rapport à la question de gouvernement de combat et autres, en réalité, tous les gouvernements sont des gouvernements de combat. Dans la mesure où il y a un programme d'action du gouvernement qui est là et des objectifs bien fixés qu'il faille atteindre. Maintenant, tel que nous avons coutume d'apercevoir les gouvernements de combat, c'est que c'est des gouvernements à but électoraliste, constitués en tout cas de différentes factions politiques qui convergent vers le pouvoir et qui, dans une certaine mesure, engrangent des actions pour pouvoir se faire représenter lorsque les enjeux électoraux s'approchent. Peut-être dans cette mesure-là, on peut être aujourd'hui tenté de dire que entre le chef de l'État, sinon, et les acteurs et la classe politique, c'est le jeu des amants. Chacun se fait désirer. Et seul le chef de l'État aujourd'hui, je peux dire qu'il montre encore qu'il est encore le seul maître à bord et qu'il a la maîtrise du jeu, qu'il ne s'est pas laissé emporter par les chapelles politiques pour commencer par faire des ouvertures ou bien, etc. Certainement que dans les coulisses, il y a d'autres choses qui s'annoncent quand on sait que le véritable jeu de la politique se joue au Parlement. Eh bien, aujourd'hui, les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment. Ce sera une prise de parole puisque nous avons consacré la grande partie du débat à cette équipe du gouvernement 3 de Patrice Talon. Donc, les membres de la prochaine Cour constitutionnelle vont prêter serment aujourd'hui même, c'est dans les Aglago. Quels sont les défis qui les attendent? Les défis déjà, c'est de pouvoir faire respecter la séparation des pouvoirs. Le défi, c'est de pouvoir faire respecter les tests que prenne cette institution-là. Parce que nous aimons le dire, c'est notre fétiche, c'est ça qui fait que notre démocratie continue de tenir. Et si aujourd'hui, un proche du chef de l'État devient président de la Cour constitutionnelle pour que désormais le peuple soit, je sais pas, sous le joug de certaines personnes, ça va pas faire bien. Donc je pense que le ministre Maître Diogbenou, en tant que membre de la Cour constitutionnelle désormais, a intérêt à ce que véritablement le gouvernement puisse au moins essayer de respecter certaines décisions du gouvernement. Parce que ça ne sert à rien de prendre des décisions que le gouvernement ne respecte pas. Parce que la population, quand elle se rapproche de cette constitutionnelle, elle subit, elle respecte. Pourquoi les politiques, les autorités ne vont pas le faire? Donc il faut que la loi soit la même pour tous et que tout le monde puisse se respecter. Mais je pense également qu'après 25 ans, cette nouvelle législature de la constitutionnelle a intérêt à faire mieux connaître cette institution aux Béninois et surtout à mieux faire connaître les décisions que prend cette institution. Parce qu'à un moment donné, des décisions interviennent, on se demande mais où on est là. Et après, il y a revirement, un autre revenu là. C'est qu'on est choqué. Il faut que les décisions se prennent, que tous, on puisse les respecter. La Cour constitutionnelle, de par son histoire et son parcours au Bénin, s'est révélée être l'institution catalyseur, j'allais dire, qui apaise les uns les autres, parce que lorsque, entre les acteurs sociaux et le gouvernement, pour la plupart du temps, il y a des différends, c'est l'ultime recours, c'est lui qui essaie de ramener les tensions, de calmer les ardeurs, de permettre à tout le monde de se retrouver dans un état de droit. Et je pense que c'est le défi qui attend cette nouvelle Cour, c'est de permettre aux Béninois d'être toujours confiants, de savoir qu'ils sont dans un état de droit. Oui, Rodrigue, on va. Moi, je dirais que cette Cour a pour défi principal de maintenir et de consolider notre démocratie. Parce qu'au-delà de tout, la Cour doit pouvoir se lever au-dessus de toutes les considérations, prouver qu'elle est là pour la démocratie béninoise et non pour plaire à un homme. Je crois que la Cour se doit de travailler davantage à la cohésion nationale. C'est ce que je crois. Merci. Les Béninois puissent apprendre à avoir confiance en leurs institutions. Merci à vous, Rodrigue Renvo, directeur de publication du journal Sud Courrier. À vos côtés, Sénalé Aglago, rédactrice en chef de Radio Tokpa. Et de l'autre côté, Ange Banouin, directeur de publication du journal L'Actualité. Merci à tous d'avoir été sur ce plateau. Et merci également à vous qui nous avez suivis.